Donc, je suis Brigitte Gauthier, je suis une des porte-paroles et cofondatrice de L214, qui est une organisation de défense des animaux qui tire son nom d'un article du Code rural qui reconnaît pour la première fois en 1976 le caractère sensible des animaux. Alors on a des rapports avec les animaux qui sont plutôt paradoxaux. On a nos animaux, ceux qui vivent avec nous, nos chiens, nos chats qui sont choyés dans le foyer. Et puis de l'autre côté, il y a beaucoup d'animaux qui peuvent d'ailleurs être de la même espèce, qui ne vivent pas du tout leur vie de la même façon, qui n'ont pas du tout les mêmes rapports, ou plutôt nous n'avons pas les mêmes rapports avec eux. Alors ça peut aller du simple amusement, comme dans les cirques, avec du dressage, on peut y voir des chiens, des chevaux, voire même des animaux sauvages. Ça peut être en expérimentation animale, un lapin peut se retrouver choyé dans un foyer, lapin de garenne chassé par un chasseur, dans un laboratoire d'expérimentation animale, dans un élevage de lapins dans une cage prisée pour sa viande ou sa fourrure. Et nous avons des rapports complètement un peu schizophrènes avec les animaux, puisque d'un côté on peut choyer nos lapins à la maison et puis en manger d'autres. Mais on ne mangera jamais le lapin qui est alors aujourd'hui ça évolue un petit peu, il y a quand même reconnaissance de la conscience des animaux. Il y a eu la déclaration de Cambridge en 2012 qui reconnaît que les animaux ont des états conscients, hein, ce ne sont pas des machines qu'avait décrit Descartes, et on se rend compte à quel point on est loin d'imaginer tous les états mentaux des animaux, leurs rapports sociaux et tout ça. On est en fait en train de redécouvrir tout ça par l'intermédiaire de sciences comme l'éthologie qui nous en apprennent énormément. Et c'est Boris Cyrulnik qui disait qu'on devrait mourir de honte devant les cages des zoos dans lesquels on a enfermé des animaux, tellement c'est aberrant de les enfermer de cette façon, vu les capacités mentales, les capacités sociales, etc. Je pourrais dire exactement la même chose des êtres humains qui sont des animaux sociaux, qui peuvent bien s'entendre, qui peuvent se faire la guerre, qui peuvent être asociaux parce qu'ils n'ont envie de voir personne aujourd'hui, mais nous sommes des animaux et on ne voit aucune... finalement, ce qui est en train de redémontrer l'éthologie, ce que sont en train de redécouvrir toutes ces sciences, c'est que voilà, les êtres humains ont deux yeux pour voir. Ah ben tiens, la plupart des animaux aussi, notamment tous ceux qu'on mange. Ils ont des membres pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir attraper des choses, ils mangent par leur bouche, ils ont l'estomac, etc. Et alors bizarrement, le seul truc qui ne marcherait pas, ce serait le cerveau, qui synthétise justement tout ce qui est sensibilité et tout ce qui est rapports sociaux. On souffre, au final, tous ensemble, souvent, de mentaphobie, c'est-à-dire qu'on refuse de prêter, de rendre aux animaux ce qui leur appartient, c'est-à-dire leurs états mentaux, conscients, toutes leurs capacités, on les minore, alors notamment quand c'est le cas des animaux domestiques enfermés dans des élevages notamment industriels, tout ce qu'on mange. Évidemment, il faut qu'ils soient complètement bêtes, c'est ce mot. Évidemment, il faut qu'ils soient sales, regardant les cochons, etc. Enfin voilà, on leur prête tout un tas de défauts pour essayer de se justifier de les manger. Et tout ça, ça nous amène au spécisme. Le spécisme qui est cette frontière qu'on a bâtie de toutes pièces entre nous, animaux humains, et les autres, les animaux non humains, qui vont du moustique jusque la vache, et que voilà, ce ne sont pas des êtres humains, donc nous choisissons la destination qu'on leur attribue. On peut s'en servir comme bon nous semble, on peut les torturer, on peut faire des corridas avec, on peut les enfermer dans des élevages industriels pendant 1 an si ce sont des poules pondeuses, etc. Donc voilà, la notion de spécisme est malheureusement très très importante dans notre société. C'est pourquoi on est arrivé là aujourd'hui avec quand même des millions, des milliards d'animaux qui sont malheureux sur cette planète.
par notre faute collective, notre responsabilité collective. Alors, quelles sont ces conditions aujourd'hui? Je vais parler évidemment plus spécialement, puisque c'est le centre d'action de notre association, de ce qui se passe en élevage, dans l'élevage des animaux pour leur viande, dans l'élevage et dans la pêche. On parle en ce moment beaucoup dans les médias de bien-être animal. En fait, dès qu'on parle de bien-être animal, en fait, on peut parler exactement de l'inverse. C'est-à-dire à quel point les animaux sont malheureux dans les élevages. Si on vous parle du bien-être animal, du bien-être de la poule pondeuse, qui est enfermée pendant 1 an dans une cage de batterie, sur un sol grillagé, à 16 par mètre carré dans ces cages, et on est en train de vous dire, mais ce sont de nouvelles cages, elles ont un perchoir, elles ont un endroit pour pondre. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on peut vraiment parler de bien-être animal? Est-ce que quand on parle du bien-être de l'être humain, on parle simplement du fait d'être enfermé pendant 10 heures dans un bureau? Non, on parle de nos loisirs, on parle de ce qu'on peut faire à côté. On peut parler donc de la séquestration, le fait d'enfermer des animaux dans des lieux sans accès à l'extérieur, avec énormément d'animaux qui sont enfermés ensemble. Les élevages de poules pondeuses, aujourd'hui par exemple, on peut enfermer 100 000 poules dans le même bâtiment, dans des cages qui sont empilées. Moi, le plus grand que j'ai visité, il faisait 75 000 poules sur 9 étages. Un bâtiment, mais des centaines de mètres de longueur, et à l'intérieur, des poules qui sont à moitié déplumées, qui ont la crête en berne, qui se sont attaquées les unes les autres, dans lesquelles on peut, dans les cages dans lesquelles on peut voir des cadavres qui sont en état de décomposition avancée, malgré que l'éleveur s'intéresse au bien-être et chaque jour passe voir l'ensemble de ces poules pour voir si on n'a pas une à soigner. On peut parler aussi des séparations par rapport aux groupes sociaux. Une vache vient de mettre bas son petit, si elle fait partie de la filière laitière, ce petit va lui être arraché immédiatement, puisque ce veau est né simplement pour stimuler la lactation. Donc ce veau va être placé, lui, dans un igloo, une espèce d'igloo, dans un box, seul, isolé pendant quelques semaines, tandis que sa mère, elle, se ratraite et hop, c'est reparti pour la lactation. Et au bout de 3 mises bas, souvent, disons que c'est la moyenne, les vaches sont menées à l'abattoir parce que la fertilité a baissé, parce qu'elles sont moins productives, parce qu'on en a d'autres qui arrivent qui vont être bien plus aguerries, etc. On peut parler de mutilation aussi. Quand on parle de castration à vif, ça parle beaucoup aux messieurs, a priori. Castration à vif, ça arrive pour les porcelets. C'est une pratique qui est routinière en France, alors pour le plaisir du palais du consommateur. Parce que si on laisse les testicules, à partir d'un certain âge, il y a des hormones qui se manifestent et qui, à la cuisson, donnent une odeur désagréable. Donc, pour le bien-être du consommateur, on arrache, on castre à vif des millions de porcelets chaque année. Là, je parle pour la France, puisque en France, on tue chaque année 25 millions de porcelets, dont la moitié sont des mâles. On peut parler aussi de l'écornage, notamment pour les vaches laitières. Là aussi, c'est pour leur bien-être, pour éviter qu'elles se prennent dans les cornadis qui sont fréquemment utilisés. C'est ces espèces de structures en fer. On voit souvent des images de ces vaches qui passent la tête à travers pour les manger. Et voilà, pour éviter qu'elles se blessent, si des fois elles font un mouvement trop brusque. Et puis aussi pour éviter éventuellement qu'elles se blessent entre elles avec ces cornes, puisqu'elles sont aussi dans des endroits qui sont relativement petits par rapport à l'espace dont elles ont besoin. Là, on peut reparler des 1000 vaches. On a étudié un petit peu le dossier. Elles ont entre 7 et 8 mètres carrés par vache. Vous imaginez une vache, rien que pour se coucher, il lui faut 2 mètres carrés, elle est toute seule. Donc évidemment, elles n'ont pas assez de place. Évidemment, le fait d'être entassées comme ça, c'est comme si vous étiez 15 dans un ascenseur
pendant un bon moment, je pense qu'au bout d'un moment, on veut bien être zen, bien être bienveillant, mais au bout d'un moment, on se met dessus parce que c'est insupportable d'être dans une promiscuité qu'on n'a pas voulu. On peut parler aussi de la génétique qui aujourd'hui fait, par exemple, les images qu'on a montrées sur le broyage des poussins, c'est complètement une des conséquences de la sélection génétique qui fait qu'aujourd'hui, on a des souches de poulets, qui sont différentes en fonction qu'on les destine à faire des œufs ou qu'on les destine à faire de la chair. À faire des œufs, évidemment, il n'y a que les femelles qui vont nous intéresser, que l'on soit en élevage industriel de poules pondeuses, qu'elles soient en cage élevées au sol, mais qu'elles soient en plein air ou en bio, les poulets bio ne font pas plus d'œufs que les poulets qui seraient élevés en batterie. Donc ça donne lieu à l'élimination par gazage ou broyage, et puis on a vu au cours de ces images, de ce témoignage d'employés, que certains passaient aussi carrément dans des sacs poubelles, l'élimination d'un certain nombre de poussins. Et puis de l'autre côté, cette sélection a fait que de l'autre côté, on a une race d'animaux qui sont à chair. Et alors eux, ils ont été optimisés au maximum pour faire de la chair, pour pousser en 42 jours. Mais en 42 jours, ce n'est pas sans conséquence. En fait, on a optimisé leur production de viande, mais on a complètement négligé les autres organes, c'est-à-dire qu'on a des poulets qui sont obèses, mais qui ont d'importants problèmes cardiaques, de problèmes pulmonaires et de problèmes au niveau de leur squelette. Donc en fait, la plupart des animaux qui sont aujourd'hui dans les élevages, ce sont des animaux Frankenstein, c'est-à-dire qui ont été fabriqués à partir d'animaux qui étaient existants, mais qui ont été transformés au cours de sélection génétique de façon à être optimisés pour le bénéfice des êtres humains, mais complètement à l'encontre de leur propre vie. Alors on peut parler aussi des procédés de mise à mort, les poussins broyés, les porcelets qui sont abattus sommairement contre un mur dans les élevages, ce sont des porcs chétifs, et puis dans les abattoirs, les conditions de mise à mort, que ce soit une mise à mort sans étourdissement, ce qui est effroyable, ou une mise à mort avec étourdissement, ce qui est effroyable aussi, sachant qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'étourdissements qui en plus montrent des ratés. L'abattoir, c'est une vraie épreuve pour les animaux, même juste l'amener, les transports, cette ambiance, bien sûr que les animaux le savent. On a vu dans les actualités, souvent revient des vaches qui se sont échappées des camions et qui courent comme des folles pour échapper à la mort. Voilà, enfin, la démonstration de ce désir de vivre, de ces appels au secours, elles sont manifestes. Si on prête, si on tend un petit peu l'oreille, on peut facilement les voir. Alors, c'est pas une tribune contre les éleveurs ou contre des personnes en particulier. C'est notre responsabilité collective à tous. Notre moyen d'action à nous, il y en a qui tiennent le couteau, mais il y en a d'autres, c'est leur porte-monnaie. Donc on a vraiment une responsabilité collective par rapport à ça. Alors on est très intelligent, mais alors on peine vraiment à en profiter. On a des avancées technologiques absolument ahurissantes, on sait faire plein de choses, mais alors explorer un monde nouveau, un monde avec des relations différentes avec les animaux, tout de suite ça a l'air complètement effrayant. Et c'est ça qu'il nous faut travailler aujourd'hui, c'est inventer ce monde nouveau, c'est imaginer des rapports complètement différents avec les animaux. Alors il commence à y avoir, et ça me fait bien plaisir, des livres qui commencent à traiter de que pourrait être notre monde une fois qu'on en aurait fini avec le spécisme, une fois qu'on n'exploiterait plus les animaux, comment on pourrait imaginer nos rapports avec eux, quelle forme de citoyenneté pour que les animaux soient pleinement pris en compte. Et ça, c'est vraiment intéressant. Souvent, on a envie d'aller chercher des formes de vie intelligentes sur Mars, ou alors vraiment sur des galaxies lointaines. On voit qu'on tripe complètement là-dessus. Franchement, on a des formes de vie intelligentes juste à côté de nous, qu'on a massacrées pendant, là maintenant, on peut dire des millénaires. Il serait vraiment temps qu'avant d'aller chercher des extraterrestres, on ne saura même pas comment se présenter,
Je ne sais même pas si on ne va pas commencer par mordre dedans pour voir si jamais ils se mangeaient. On pourrait pas tirer un petit bénéfice par ici. Donc voilà, avant d'aller explorer le monde, est-ce qu'on n'aurait pas un monde à explorer ici, juste à portée de nous? Voilà, donc agir aujourd'hui, fastoche. Fastoche à la maison, opter pour un mode de vie vegan, c'est-à-dire qu'on évite tous les produits issus de l'exploitation des animaux. Ça peut paraître compliqué comme ça, en fait, c'est assez simple. Hein. C'est comme quand vous vous déplacez dans un pays à l'étranger, vous vous retrouvez dans un supermarché, il n'y a plus aucun produit qui vous dit quelque chose, mais alors au bout d'une semaine, c'est bon, c'est fait, vous avez changé vos habitudes alimentaires et vos habitudes d'achat dans d'autres produits, les produits cosmétiques, etc. Agir aujourd'hui, c'est aussi mener sa propre enquête, c'est essayer d'avoir le plus d'informations possible et les faire partager. C'est rejoindre éventuellement des associations, sûr qu'il y en a une qui vous correspond, et s'il y en a aucune qui vous correspond, et bien créez la vôtre. Et puis c'est intervenir auprès de nos politiques. Nos politiques normalement sont censés nous représenter, il faut agir auprès d'eux pour justement être nous représentés, pour représenter les animaux, faire qu'ils ne soient pas oubliés. Et donc il nous faut aussi nous projeter, réinventer nos rapports, réinventer une citoyenneté, en commençant par fermer les abattoirs.